L'histoire de l'humanité ne commence pas avec les villes ou les civilisations, ni même avec les outils ou le feu. Elle commence bien plus tôt, dans les forêts et savanes de l'Afrique de l'Est, il y a des millions d'années, lorsqu'un groupe de primates prit une décision qui changerait le cours de la planète, se dresser et marcher debout. Ce geste, simple et en même temps monumental, marquerait le début d'une longue lignée évolutive qui nous mènerait de créatures simiennes à des êtres capables d'écrire de la poésie, de traverser les océans et d'envoyer des sondes dans l'espace. Mais pour comprendre cette transformation, il faut voyager vers le passé le plus profond, vers l'époque où la Terre appartenait encore aux bêtes, et où l'être humain n'était qu'une possibilité lointaine. Les origines de la lignée humaine remontent à environ 7 millions d'années, lorsque les premiers hominidés commencèrent à se séparer du tronc évolutif qu'ils partageaient avec les chimpanzés. Bien que nous partagions avec eux 99% de l'ADN, à un moment donné nos trajectoires ont divergé. Cette bifurcation ne s'est pas produite du jour au lendemain, mais à travers une série d'espèces qui se sont adaptées à un monde changeant, poussées par un mélange de pression environnementale, de mutations génétiques et de nécessité de survie. L'un des premiers candidats de cette lignée est l'énigmatique Sahelanthropus tchadensis, découvert dans le désert du Tchad. Il a vécu il y a environ 7 millions d'années, et bien que son crâne conserve des traits similaires à ceux des singes, la position de son foramen magnum, l'ouverture par laquelle passe la moelle épinière, suggère qu'il pouvait marcher debout. Il n'était pas humain, mais il n'était plus tout à fait singe. D'autres espèces clés suivent, comme Ororhynthus tujnansi et Ardipithecus ramidus, toutes deux avec des preuves de bipédie partielle. Elles vivaient dans des environnements boisés, marchaient probablement au sol mais grimpaient encore aux arbres. Le bipédisme n'est pas apparu comme une mode soudaine, mais comme un avantage évolutif dans un environnement qui commençait à s'assécher, où se déplacer efficacement sur la terre ferme pouvait signifier la différence entre la vie et la mort. Mais c'est avec le genre Australopithecus, et en particulier avec Australopithecus afarensis, que les premiers pas vraiment humains commencèrent à laisser leurs traces. Littéralement. À l'Étoli, en Tanzanie, des empreintes fossilisées d'il y a 3,7 millions d'années ont été trouvées, appartenant à un groupe d'hominidés qui marchait debout. L'une des représentantes les plus célèbres de cette espèce est Lucie, découverte en 1974. Elle mesurait un peu plus d'1 mètre, avait un petit crâne, mais marchait déjà de manière très similaire à nous. Les australopithèques étaient un mélange de l'ancien et du nouveau. Leur cerveau était encore petit, de la taille d'un pamplemousse, mais leurs mains étaient capables de manipuler des objets, et leur posture bipède libéra leur extrémité supérieure, jetant les bases de l'utilisation d'outils. Ils vécurent pendant des millions d'années, coexistant avec d'autres espèces d'hominidés, et s'adaptant à divers environnements africains. Ils ne constituaient pas une seule ligne droite vers l'être humain moderne, mais un arbre évolutif ramifié, avec de multiples espèces explorant différentes stratégies de survie. Mais la véritable révolution commença avec l'apparition du genre Homo. Homo habilis, connu comme l'homme habile, émergea il y a environ 2 500 000 ans et représente l'un des premiers pas réels vers ce que nous sommes aujourd'hui. Ce qui le différencie des australopithèques, c'est sa capacité à fabriquer des outils de pierre, spécifiquement ceux du type oldowayen, tranchant simple, coupoir, grattoir. Il n'était pas sophistiqué, mais marquait un bond monumental. Pour la première fois, une espèce utilisait des objets externes pour modifier son environnement. Ces outils n'étaient pas seulement pour chasser ou couper la viande. Ils impliquaient aussi coopération, apprentissage et transmission de connaissances. L'utilisation d'outils exigeait d'observer, répéter, enseigner. Et avec cela, le cerveau devait s'adapter. En fait, avec Homo habilis commença le processus d'encéphalisation, c'est-à-dire la croissance progressive du cerveau. D'environ 400 à 500 cm3 chez Australopithecus, le volume crânien augmenta à près de 6 cents à 750 cm3 chez Homo habilis. Plus de cerveau signifiait une meilleure mémoire, résolution de problèmes, planification et émotion. Puis vint Homo erectus, peut-être le véritable pionnier parmi nos ancêtres. Il vécut entre 1,9 million et 300 000 ans, et fut la première espèce humaine à quitter l'Afrique. Des restes ont été trouvés en Asie, Europe et Moyen-Orient. Son nom, Erectus, fait référence à sa posture complètement droite, mais le plus impressionnant fut son changement culturel et technologique. Homo erectus développa des outils du type hacheléen, beaucoup plus sophistiqués que ceux de ses prédécesseurs. Biface, hache à main, instrument pour écorcher, couper, broyer. Et le plus transcendantal, il maîtrisa le feu. Le feu ne servait pas seulement à cuire les aliments et attendrir la viande. Il protégeait aussi contre les prédateurs, permettait de coloniser les climats froids, et fut le point de rencontre pour socialiser, raconter des histoires, renforcer les liens. Avec lui,
la culture humaine primitive commença à s'épanouir. En parallèle, le corps changea aussi. Homo erectus avait des jambes longues et des bras plus courts, adaptés pour marcher et courir dans la savane. Son bassin était similaire au nôtre, et son visage montrait une mâchoire plus réduite et un crâne plus arrondi. Il n'était plus un singe dressé, mais un être qui commençait à dominer son environnement. Dans les centaines de milliers d'années suivantes, l'évolution humaine se diversifia. De nouvelles espèces émergèrent et certaines s'éteignirent, d'autres migrèrent et s'adaptèrent. Parmi elles, se distingue Homo heidelbergensis, une espèce pont entre Homo erectus et les humains modernes. Il était fort, robuste, avec un cerveau de près de 1200 cm3, et chassait probablement déjà en groupe avec des lances en bois. De cette espèce surgirent deux lignées cruciales, les Néandertaliens en Europe et les humains modernes en Afrique. Aussi durant cette période apparut une capacité qui nous définirait pour toujours, l'empathie. Les premières preuves d'enterrement intentionnel, de soins aux individus malades, d'art rudimentaire, indiquent que l'humanité ne pensait plus seulement, elle ressentait aussi. Pour la première fois, les humains commencèrent à regarder le ciel non seulement comme source de lumière ou de pluie, mais comme une énigme. Ils peignirent dans les grottes, décorèrent leur corps, laissèrent des traces de leurs pensées symboliques. L'être humain ne cherchait plus seulement nourriture ou abri. Il cherchait du sens. Et ainsi, après des millions d'années d'évolution, d'adaptation et de transformation, une nouvelle espèce franchirait le seuil. Il y a environ 300 000 ans, quelque part en Afrique, surgit Homo sapiens, l'homme qui sait. Une créature qui, contrairement à toutes les précédentes, ne survivrait pas seulement. Elle conquérait. Mais cette histoire, celle de comment Homo sapiens s'éleva au-dessus de tous les autres hominidés, traversa les continents, affronta les glaciations, extingua les espèces rivales et construisit des civilisations, cette histoire reste encore à raconter. Il y a environ 300 000 ans, dans un coin de l'Afrique orientale, une nouvelle espèce apparut sur la scène de l'évolution. Elle ne fut pas immédiatement la protagoniste. Elle n'était ni la plus forte ni la plus nombreuse. Mais elle possédait une combinaison unique, un cerveau exceptionnellement développé, une capacité de communication avancée et une créativité sans précédent. Cette espèce était Homo sapiens. Homo sapiens n'émergea pas comme un éclair. Il fut le résultat d'un processus évolutif long et complexe. Son corps était similaire au nôtre, une posture complètement droite, des mains habiles, un visage plus fin, une mâchoire plus réduite. Mais la véritable révolution ne fut pas physique. Elle fut mentale. Ce nouvel être pouvait imaginer ce qui n'existait pas, se projeter vers l'avenir, évoquer le passé et se connecter émotionnellement avec les autres. Il possédait une pensée symbolique. Son esprit était un univers interne aussi vaste que le monde qu'il habitait. Le registre archéologique révèle que les premiers Homo sapiens commencèrent à créer art, rituels et ornementation personnelle. On a trouvé des perles faites avec des coquillages, des os décorés, des pigments pour peindre le corps, et surtout, les premières expressions artistiques dans les grottes africaines. Cela indiquait quelque chose de jamais vu auparavant, une conscience profonde de soi-même et des autres. Pour la première fois, l'espèce humaine comprenait qu'elle était vivante, et qu'elle pouvait mourir. Pendant des dizaines de milliers d'années, ces premiers humains vécurent en petits groupes nomades, chasseurs-cueilleurs qui dépendaient de leur environnement naturel, de leur coopération sociale et de leur connaissance du territoire. Ils construisirent des abris, perfectionnèrent les outils de pierre, développèrent des langages complexes et partagèrent des histoires autour du feu. Mais l'histoire d'Homo sapiens ne resta pas en Afrique. L'une de ses caractéristiques les plus notables fut son désir de bouger, explorer et conquérir de nouveaux territoires. Ainsi commença la grande migration humaine, un processus qui changerait à jamais la face de la planète. Il y a environ 100 000 ans, les premiers groupes d'Homo sapiens commencèrent à quitter le continent africain. Ils voyagèrent vers le nord, atteignant le Moyen-Orient, et de là s'étendirent vers l'Asie, l'Europe, et plus tard l'Océanie. Ce fut un voyage lent, intergénérationnel, poussé par la recherche de ressources, la curiosité naturelle et la pression environnementale. Durant cette expansion, Homo sapiens rencontra d'autres espèces humaines qui habitaient déjà ces régions. Les Néandertaliens en Europe, les Denisoviens en Asie, et d'autres espèces encore moins comprises, comme Homo floresiensis en Indonésie. Loin de les exterminer immédiatement, comme on le croyait autrefois, les sapiens coexistèrent avec elles pendant des milliers d'années. Ils se croisèrent, ils se mélangèrent, et laissèrent des traces génétiques en nous. Aujourd'hui, chaque être humain hors d'Afrique porte dans son ADN entre 1% et 4% de gènes néandertaliens.
Mais l'histoire ne fut pas de coexistence perpétuelle. Peu à peu, Homo sapiens s'imposa. Son intelligence sociale, sa capacité d'adaptation, et peut-être son habileté à construire des mythes collectifs, en firent le survivant définitif. Tout en colonisant le monde, les sapiens révolutionnèrent la chasse, l'usage du feu, les outils d'os, les vêtements, les abris, et commencèrent même à développer des formes rudimentaires d'organisation sociale. Ils chassaient mammouths, rhinocéros laineux, cerfs géants, et ils le faisaient en équipe, avec planification et stratégie. Mais il y eut un point d'inflexion qui changerait tout, la révolution cognitive, terme que les scientifiques utilisent pour décrire le moment où les Homo sapiens commencèrent à créer des narratifs complexes, des systèmes symboliques partagés, et des structures culturelles élaborées. La révolution cognitive permit quelque chose de sans précédent, la création de mythes collectifs. Grâce à eux, les groupes humains pouvaient s'unir autour d'idées, pas seulement autour de liens biologiques. Il n'était plus nécessaire d'être famille pour collaborer. Il suffisait de croire en la même chose. Un totem, un esprit de la forêt, une règle partagée, un ancêtre commun imaginaire. Ce bond permit au groupe de grandir, coopérer à plus grande échelle et transmettre les connaissances accumulées avec plus d'efficacité. Le langage devint plus sophistiqué, la mémoire collective plus puissante. Et avec cela, l'humanité se prépara à faire un autre bond évolutif, cette fois culturel. Il y a environ 12 000 ans, après des centaines de milliers d'années comme chasseurs-cueilleurs, certaines communautés humaines commencèrent à s'établir dans un nouveau mode de vie, l'agriculture. Cette transition marqua le début du néolithique. Ils cultivèrent blé, orge, riz. Ils domestiquèrent chèvres, moutons, chiens. Et pour la première fois, l'humanité cessa de suivre la nourriture et commença à faire venir la nourriture à elle. La sédentarisation apporta de grands changements. La croissance des populations, la spécialisation du travail, l'accumulation de ressources et la création de villages. Et avec elles apparurent hiérarchies, inégalités et conflits. Où avant il y avait des tribus, maintenant il y avait des clans, lignées, leaders et subordonnés. Les premiers peuplements évoluèrent en villes. Et des villes naquirent les premières civilisations. Sumer, l'Égypte, la vallée de l'Indus, la Chine ancienne, les Olmèques. Toutes développèrent écriture, religion organisée, astronomie, systèmes légaux et structures de pouvoir. L'humanité ne vivait plus dans les grottes. Elle érigea temples, palais et bibliothèques. Elle s'organisa autour d'empires et de croyances. Les langues se diversifièrent. Les cultures s'épanouirent. L'histoire pouvait enfin s'écrire, avec ses propres mots. Mais ce progrès ne vint pas sans coup. Avec la civilisation vinrent la guerre, l'esclavage, l'exploitation de la nature et d'autres êtres humains. La même intelligence qui nous permit de domestiquer le feu commença à être utilisée pour dominer, détruire et diviser. Dans les 1000 dernières années, l'humanité a avancé plus vite que dans tout le reste de son histoire. Nous avons découvert l'électricité, inventé l'imprimerie, traversé les océans, exploré l'espace. Nous avons écrit des traités de droits humains, conçu des vaccins, désintégré l'atome, créé Internet. Et nous avons aussi pollué les rivières, provoqué des guerres globales, fabriqué des armes capables d'effacer des villes entières. Nous sommes Homo sapiens, les seuls survivants d'une lignée ancienne et complexe. Nous sommes l'espèce qui se dressa sur 2 jambes dans une savane lointaine, qui peignit des bisons dans les grottes et écrivit des épopées sur des tablettes d'argile. L'espèce qui voyagea de l'Afrique à la Lune, qui crée en même temps la beauté et détruit ce qu'elle touche. Mais peut-être que le plus fascinant n'est pas notre passé, mais notre capacité à réfléchir sur lui. Parce que nous sommes la seule espèce, à notre connaissance, qui peut regarder en arrière, comprendre d'où elle vient et choisir où elle va. Aujourd'hui, plus que jamais, nous sommes à un point crucial. La technologie nous a donné un pouvoir presque divin, mais notre conscience reste fragile, aussi humaine que toujours. Nous pouvons construire un futur plus juste, durable et conscient, ou répéter les erreurs du passé à échelle planétaire. Notre voyage commença il y a des millions d'années avec des créatures qui pouvaient à peine se tenir debout. Aujourd'hui, nous regardons les étoiles et cherchons d'autres mondes. Mais peut-être que le plus grand défi n'est pas là-haut, mais ici même, comprendre ce que signifie vraiment être humain. Parce que si l'histoire de l'évolution humaine nous a enseigné quelque chose, c'est ceci. Survivre n'est pas la même chose que vivre. Et le prochain chapitre de cette histoire ne sera pas dicté par la biologie. Il sera dicté par l'éthique, l'empathie et la sagesse avec lesquelles nous déciderons d'utiliser tout ce que nous avons appris. Si la vidéo vous a plu,
Nous vous invitons à liker la vidéo et vous abonner pour voir plus de vidéos comme celle-ci. Commentez quel documentaire vous voulez voir ensuite.